Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin en compagnie de Charlotte Peron Bonjour Valentin. pour un point qu'on a voulu faire sur l'immobilier et plus particulièrement l'immobilier côté européen. Nous aborderons dans un premier temps le contexte de marché sur l'immobilier, puis nous aurons le plaisir de regarder un peu plus près le fonds CMAM Pierre avec Charlotte. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat et puis j'ai envie de dire, c'est parti, on attaque tout de suite. Oui, bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va faire un petit focus donc, sur l'immobilier coté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pense qu'aujourd'hui, après 2 années vraiment, ou 3 années même difficiles sur le secteur, on est un petit peu à l'aube d'un nouveau cycle sur le secteur de l'immobilier coté. Et en plus, nous avons procédé chez CMAM à des modifications de stratégie donc sur le fonds CMAM Pierre qu'on voulait vous évoquer. Alors tout d'abord, on va commencer déjà sur une petite vue d'ensemble sur le secteur de l'immobilier en général, un peu un état des lieux. Et ensuite, on fera plus un focus sur l'immobilier coté. Alors, sur une vue d'ensemble, pourquoi aujourd'hui? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les taux d'intérêt ont certainement atteint leur plafond en Europe. Et donc, cette inversion que les marchés ont déjà commencé à anticiper, on a connu un fort rebond entre novembre et décembre 2023, plus de 25% de hausse sur le secteur de l'immobilier coté versus plus 9-10% sur l'ensemble des actions européennes, grâce à cette inversion en fait sur les taux d'intérêt en Europe. Et oui, les investisseurs commencent à anticiper les baisses de taux des banques centrales et ça c'est vraiment un élément driver très important puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2022 le secteur avait été très pénalisé, au contraire par la hausse des taux qu'on a connu lors de cette période. Donc ça, c'est le premier point très important pour le 2024. Donc, le deuxième point, c'est sur la valeur des expertises des actifs. Nous, on pense que globalement, on n'est pas loin du plancher là, pour le coup. Et ça, c'est vraiment très important. On attend peut-être encore des baisses de valorisation de la part des experts sur fin 2023, on va le voir dans les résultats des entreprises prochainement, peut-être début 2024, mais on est vraiment au fond du trou si on peut s'exprimer ainsi. Donc ça, c'est important. Et vous le verrez par rapport au cycle précédent, globalement, l'endettement des sociétés, il a été très maîtrisé. Et ça, c'est favorable aujourd'hui pour les sociétés puisqu'elles sont en ordre de marche finalement pour pouvoir profiter du nouveau cycle qui va arriver. Donc, les conditions de marché qui s'améliorent en 2024, ça sera favorable à la reprise de l'investissement. Vous le verrez en 2023, on touche un point bas sur l'investissement. Il y a déjà quelques opérations qui s'opèrent. Il n'en reste que sur l'ensemble du marché de l'immobilier coté, de l'immobilier commercial, il y a quand même des disparités entre les centres commerciaux, par exemple, qui ont bien tenu. Opérationnellement, les sociétés se sont bien tenues. Voilà, il y a une vraie résilience grâce au marché de l'emploi. L'inflation, les centres commerciaux bénéficient de cette inflation. Le résidentiel et la logistique également ont très bien résisté. Et on est d'ailleurs un petit peu plus prudent en ce début d'année sur ces segments de marché. Voilà. Et par contre, dans les bureaux, il y a vraiment toujours une forte pression sur les bureaux. Là, on voit que ce segment de marché doit encore continuer à se réinventer. Et ça, ce n'est pas encore terminé. Il y a vraiment une grosse dichotomie. Vous allez voir pourquoi. Au sein des niches qu'on aime bien également dans la gestion de CMAM Pierre, le self-storage est resté résistant ainsi que les résidences étudiantes, pardon. En revanche, sur les établissements de santé, on est encore sous pression. Oui. Alors, quelques éléments pour illustrer ces propos. Donc, vous voyez ici donc le cycle d'investissement et vous voyez que même si on n'a pas encore le dernier trimestre 2023, les chiffres ne sont pas encore sortis, vous voyez que les niveaux d'investissement se sont effondrés en 2023 versus 2022 qui était déjà en baisse évidemment par rapport à 2022.
2021. Et vous le voyez que c'est quel que soit le pays en Europe, hein, ça c'est important. Donc, c'est pareil sur les taux de rendement exigés des actifs. Eh bien, vous voyez que sur l'année 2023, donc sur le graphe du haut, c'est les taux de rendement exigés sur les bureaux. Eh bien, il y a eu des fortes hausses hein, sur ces taux de rendement exigés. Eh bien, c'est lié évidemment à la hausse des taux que le secteur a subi. C'est un secteur qui est très très lié et très corrélé aux taux. Idem pour les taux de rendement exigés pour les centres commerciaux, mais vous voyez que cette tendance, elle est plus modérée à la hausse. Sur les centres commerciaux, donc je vous disais qu'on était assez favorable parce qu'effectivement, vous voyez dans le graphe de gauche que la croissance donc du trafic a repris. Hein. Après, on croit toujours que les centres commerciaux, après le Covid, après le développement de l'Internet, on disait « Oh là là, bah, les centres commerciaux, c'est fini, etc. » Eh bien non, les centres commerciaux arrivent toujours à se réinventer et à garder une dynamique positive dans le temps. Hein. C'est vraiment très important. Et puis, les centres commerciaux vont continuer à profiter de cette indexation indexation liée à l'inflation, hein, bien sûr, en 2024. Et il y a assez peu d'offres. Vous voyez sur le graphique de droite, donc là c'est plutôt le online et on voit que le online a subi une forte chute, et donc ça a été effectivement plus favorable pour les centres commerciaux. Et même si le online retrouve une tendance de croissance de 5% par an en moyenne, eh bien on voit que ça n'a pas d'impact sur les centres commerciaux. Au contraire, c'est de plus en plus des modes de commerciaux complémentaires en fait. Voilà. Sur la logistique, je vous disais, on est plus prudent. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas vraiment eu d'ajustement sur les valeurs des actifs, hein, ou très très peu. Et donc ici, dans ce segment de marché, on peut s'attendre sur les valeurs d'expertise de fin 2023, des réajustements à la baisse. Pourquoi? Parce que on voit que les taux de rendement exigés augmentent également, et puis la vacance commence aussi à augmenter dans ce segment. Donc il y aura forcément un impact sur les valeurs d'expertise qui ne s'est pas encore matérialisé. Sur le résidentiel, eh bien ici vous voyez qu'il n'a pas été immune, hein, les volumes d'investissement se sont effondrés malgré un marché qui est quand même sous pression, hein, sur le résidentiel, partout un peu en Europe. C'est très vrai en Allemagne et en Espagne, mais on sait que c'est vrai également en France. Voilà, le marché donc reste attractif, voilà, malgré les baisses de valeur qu'on a connues. Sur les bureaux, comme je vous disais, il y a une forte dichotomie en fait, quelle que soit la métropole en Europe, entre les quartiers centraux des affaires, hein, ce qu'on appelle le QCA, hein, à Paris par exemple, mais c'est vrai aussi à Londres, et les périphéries ou les premières couronnes de ces métropoles, où là vous avez des taux de vacances qui n'ont rien à voir. Dans le centre, les taux de vacances sont très limité, hein. On le voit par exemple sur ce graphique à 2% sur Paris, et on voit par exemple que sur la Défense, on est à plus de 14%, on est près de 15%. En Île-de-France, le taux de vacances moyen sur les bureaux, c'est 8,5%, vous voyez, sur des niveaux très élevés. Et on voit que sur les zones de bureaux de périphérie, là, il y a encore des baisses de valeur, peut-être d'expertise à attendre. Et puis, on voit que sur ce segment de marché, eh bien, il y a encore du travail à faire pour se réinventer, trouver des nouvelles utilités. Alors, en France, là, on est en train justement de discuter au Parlement, peut-être d'aménager un petit peu les lois d'urbanisme pour pouvoir transformer des bureaux en logements. Voilà. Donc, on va essayer de faciliter aussi de façon réglementaire ces mouvements. Voilà. Donc, sur les bureaux périphérie, il y a encore du travail pour se réinventer. Alors, l'état des lieux maintenant sur l'immobilier coté. Où on en est finalement après effectivement 2 années de forte baisse, hein, surtout en 2022. 2023 était plutôt négative, hein, puisqu'on était
à moins 10-12% sur le secteur fin octobre, et avec la hausse des 25%, eh bien, on est passé positif. On le corrige un petit peu en ce début d'année 2024, hein, cet excès, mais nous on pense que c'est finalement un rebond qui va redonner une dynamique positive, hein, au secteur, d'autant plus que même si on a des réévaluations d'expertise encore un petit peu à la baisse, les sociétés sont tellement décotées que ça nous laisse de la place pour cette petite réévaluation négative. On l'attend en moyenne, hein, sur le secteur pour cette fin d'année encore de 5-7%. Donc c'est relativement limité. Donc l'immobilier coté, hein, pourquoi c'est quoi, hein, donc c'est toujours des rendements qui sont élevés. Ce qui est intéressant dans l'immobilier coté, c'est sa réactivité, c'est sa liquidité par rapport aux autres investissements dans l'immobilier que l'on peut avoir, que ce soit en SCPI ou sur de l'investissement immobilier physique. La liquidité n'est pas du tout la même que sur de l'immobilier coté, où vous pouvez acheter ou vendre vos actifs tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est un point très important, c'est vraiment une qualité, hein, de ce segment de marché. L'immobilier coté, c'est aussi quand vous investissez dans une foncière cotée, c'est la qualité de ses actifs et de la gestion de ses actifs, hein, donc voilà. Et c'est aussi la diversité donc des actifs des immobilières cotées. Donc voilà, donc un portefeuille souvent vraiment de qualité qui offre des rendements souvent en croissance et pérennes dans le temps. Donc c'est ça qui est vraiment important. Deux axes de valorisation sur le secteur, les revenus locatifs, voilà, et les valeurs des actifs qui sont importantes, qui drivent le secteur. C'est vrai que c'est assez important ce slide-là, parce que en général, quand on parle d'immobilier, on a quand même tendance plus à avoir en tête les SCPI, l'immobilier en physique. C'est vrai qu'il y a un autre moyen de parler d'immobilier, Oui. et d'aller dans cette classe d'actifs, c'est la foncière cotée, qui effectivement, on l'a vu, est quand même beaucoup plus volatile, mais a des niveaux de performance tout à fait corrects aussi. Voilà, qui se reprennent. Alors c'est vrai que c'est corrélé aussi au taux, Bien sûr. donc, mais c'est vrai que ça permet quand même, cette réactivité permet de profiter donc des mouvements de marché et de l'anticipation des marchés, hein. C'est ce que là nous, c'est ce qu'on anticipe, c'est-à-dire que le marché va anticiper la reprise de l'immobilier et au travers des sociétés cotées. Et est-ce qu'on pourrait dire que on a passé quand même quelques mois assez difficiles, hein, hausse des taux, tout le monde le sait. Est-ce que ça voudrait dire qu'on peut peut-être réenclencher sur un peu plus de performance plus vite que sur les autres supports, avec la volatilité et la performance qui de fait sont à l'intérieur de ces fonds de foncière? Oui, c'est vraiment le point essentiel, hein. C'est que le marché ou les investisseurs vont anticiper cette reprise, et donc ça va s'impacter donc dans les performances donc des foncières cotées. Alors à partir de cette année, hein, c'est vraiment difficile de trouver le bon timing, mais en tout cas, ça arrivera beaucoup plus rapidement que une SCPI ou que sur de l'immobilier physique, où la réévaluation positive, hein, de ces valeurs ne se verra qu'à partir peut-être de la fin de l'année 2024, hein, ou commencera peut-être en 2025. Ça dépendra un petit peu de l'environnement économique et de taux également. Donc, ici, vous voyez donc dans ce graphe de performance, hein, vous voyez qu'il y a eu une bonne corrélation donc des valeurs de l'immobilier coté, hein, représentées soit par le fonds CMA Pierre en rouge ou par les PRA Europe en bleu clair, et par rapport donc à un indice action classique représenté par le stock 600. Donc, mais en 2022, eh bien là il y a eu un choc, hein, sur le secteur de l'immobilier coté, donc qui est lié à la hausse des taux. Donc une fois ce choc passé, hein, en 2023, on voit que le secteur s'est stabilisé en bas, et nous on pense que on va commencer une phase de re-rating. Voilà. Alors, ce qui est important dans l'immobilier coté, ce que l'on regarde beaucoup, c'est l'endettement du secteur des foncières cotées, qui évidemment est un point essentiel selon nous.
On le mesure avec ce qu'on appelle la loan to value, de chaque société, donc qui est le montant de l'emprunt sur la valeur des actifs, finalement. Et on voit que sur le secteur, globalement, les loan to value aujourd'hui sont inférieurs à 50, c'est-à-dire que le secteur n'est pas vraiment en risque sur ce qu'on appelle les covenants de la part du secteur bancaire, c'est-à-dire au-delà d'une loan to value souvent supérieure à 50, le secteur, les banques demandent à ce que les sociétés remboursent donc leurs prêts, et donc du coup ça met en risque les sociétés sur leur bilan. Elles sont obligées de vendre absolument leurs actifs pour pouvoir rembourser, etc. Mais donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation. Vous avez même eu, en 2023, parfois des appels au marché, mais non pas défensifs pour essayer de réduire ce loan to value, mais plutôt des appels au marché pour prévoir en fait le nouveau cycle. Donc ça, c'est plutôt les sociétés sont plutôt en ordre de marche aujourd'hui pour profiter du nouveau cycle. Et ce qui est important, et on le voit sur le graphe de droite, eh bien, c'est que par rapport au cycle précédent, fin des années 2000, autour de 2008-2009, lors de la crise financière, et donc crise immobilière qui s'en est suivie, eh bien, les niveaux de loan to value sont aujourd'hui beaucoup plus bas, donc beaucoup plus maîtrisés. Donc, on n'a pas ce risque, même si les valeurs d'expertise corrigent encore un petit peu en fin d'année, eh bien, on ne cassera pas les covenants sur les loan to value. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Donc voilà, un fort potentiel qui, selon nous, de revalorisation, puisqu'on voit par exemple qu'en PE, on est en dessous des moyennes historiques. On a toujours une croissance des résultats de 2 à 5% suivant en fait le segment de marché. Et puis, au niveau des valorisations, on voit là sur ce tableau les décotes, puisqu'elles sont toutes en décote, finalement, tous les segments de marché sont en décote. Donc, on voit, par exemple, sur les centres commerciaux, on est sur une décote en moyenne de 44%. Donc, ça veut dire que le marché price aujourd'hui encore une baisse des valeurs d'expertise de 44%. Nous, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Voilà, donc c'est le même principe. Il n'y a que pour la logistique et éventuellement un petit peu sur les garde-meubles où effectivement les valeurs d'expertise n'ont pas été trop réajustées. Ici, peut-être que c'est ce qu'on va avoir en fin d'année ou en début d'année 2024. Et puis vous voyez l'intérêt de ce segment de marché, c'est évidemment le rendement du dividende qui reste très attractif. Voilà, supérieur au niveau d'inflation aussi. Donc, on voit aussi que finalement, l'investissement immobilier permet aussi de se protéger un petit peu contre l'inflation. Voilà. Ici, vous avez un petit peu la même illustration donc sur la valeur des actifs, puisque donc ici, c'est la décote. On voit que pour tous les types d'actifs, on voit qu'on est aujourd'hui en forte décote par rapport aux valeurs d'expertise actuelles. Et donc, on voit même qu'on est pour certains segments de marché en dessous des valeurs d'expertise ou des décotes qui sont supérieures à celles de la grande crise financière. Nous, on pense qu'on est vraiment là sur des exagérations. Et ça rejoint notamment le point en introduction de dire on est quand même sur des niveaux de valorisation. On est quasiment sur des planchers. Là, on ne peut pas faire beaucoup plus bas. Voilà. D'où, encore une fois, le momentum où on se dit, là, ça peut quand même être un moment où on anticipe une baisse des taux. Le marché immobilier a quand même bien purgé. Ça se regarde un peu plus. Voilà, c'est-à-dire que là, on sent vraiment qu'on est dans l'année de retournement. Mais j'ai bien compris qu'il y avait quand même plusieurs secteurs à favoriser par rapport à d'autres quand même. Et ça, on va le voir donc tout de suite dans l'ADN du fonds CMM Pierre. Effectivement, ça sera une année plus peut-être effectivement où on va devoir peut-être mieux sélectionner les valeurs que sur les années précédentes. Alors effectivement, on voulait effectivement vous évoquer des évolutions dans la stratégie du fonds CAM Pierre. Donc, ça reste un fonds axé sur l'immobilier coté, puisque la majorité donc du fonds
reste investi sur les immobilières européennes cotées, voilà, sur les 5 sous-segments classiques que je viens d'évoquer. Mais effectivement, on a décidé d'accroître, de mettre en place une poche de diversification qui sera de 20% maximum. Donc vous voyez, on reste quand même sur de l'immobilier coté, mais d'allouer une poche jusqu'à 20% maximum sur des activités connexes à l'immobilier. Là, je parle de la construction, par exemple, des valeurs de concession qui sont finalement sur des business models très proches de l'immobilier. Voilà, mais ça peut être également des matériaux de construction, puisque vous savez que ça fait partie donc du business model des immobilières, et avec les nouvelles réglementations, en fait, les réglementations qui s'empilent un petit peu sur donc les réglementations sur l'énergétique, par exemple, qui s'empilent, et bien on voit que les matériaux de construction sont de plus importantes également dans ce secteur. Et le deuxième élément qui est très important donc sur le fonds, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de limite sur l'investissement européen, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut aller, quelle que soit la pondération, sans limite, donc sur tous les pays de l'Europe et pas uniquement sur la zone euro. On avait une contrainte assez forte et aujourd'hui, on peut intégrer plus de UK, plus de Suisse, plus de Norvège. Voilà. On reste cependant un fonds européen. Et enfin, le fonds CM Pierre est un fonds ISR également. Donc voilà un petit peu les éléments donc, qui changent dans la stratégie du fonds, et donc stratégie que l'on est en train de mettre en place et qu'on va mettre en place progressivement au gré des opportunités sur le fonds. Alors, voilà comment quels sont un peu les points stratégiques qu'on va regarder en 2024. Eh bien, on est assez focus donc sur des centres commerciaux et sur des sociétés qui sont diversifiées, qui, selon nous, vont mieux profiter un petit peu de cette reprise. Et les centres commerciaux, pourquoi? Parce que vraiment, les sociétés sont très très décotées par rapport à leur valeur d'expertise, alors que leur business model reste très très résilient. Donc là, vous avez quelques exemples. Voilà. On est attentif, comme je vous le disais, donc sur le résidentiel, parce que s'il y a un risque un petit peu bilanciel, ça sera plutôt ici, puisque les loan to value dans le résidentiel sont les plus élevés. Elles sont autour de 45%. Mais vous voyez, on a quand même de la marge. Voilà. La logistique, bien, je vous l'ai évoqué. Et puis les bureaux. Donc là, on va bien mettre en place cette dichotomie sur les bureaux. On veut rester sur du prime. Voilà. Et les niches, ça reste quand même aussi un élément de diversification important. Donc vous avez du self-storage, j'en ai parlé. Et puis, on commence à investir effectivement dans les sociétés de connexes, des secteurs connexes. Voilà, on prend un petit peu les darlings. Vinci, c'est de la concession, c'est très bien géré. Donc c'est proche de ce business model. Et puis Cellnex, c'est aussi des concessions. Cellnex, donc c'est une société qui possède les tours de télécom et qui ensuite vend ou loue les emplacements de ces tours aux opérateurs télécoms. Voilà. Alors, comme vous le voyez, un portefeuille qui doit être bien équilibré pour nous cette année en 2024 pour profiter de cette potentielle reprise, donc bien équilibré sur l'ensemble des segments. Voilà, avec une petite part seulement sur la promotion, on peut en parler un petit peu. Nous, on pense que sur la promotion, ça sera plutôt à reprendre vraiment en fin d'année sur ce segment. Voilà. Sur la partie géographique, eh bien vous voyez, c'est pareil, quelque chose de bien équilibré sur l'ensemble de l'Europe. Voilà, on a tendance à réduire un petit peu la France qui est surpondérée sur le portefeuille aujourd'hui pour aller peut-être un petit peu sur l'Europe du Nord, sur le Royaume-Uni. Donc, comment on implémente un petit peu cette stratégie?
eh bien, vous le voyez, on achète plutôt aujourd'hui des sociétés sur les centres commerciaux ou sur des niches comme Trade Track, Big Box, Eurocommercial, voilà, sur la construction avec Vinci. Euh, voilà. Et en contrepartie, eh bien, on allège un petit peu les segments ou les sociétés qui ont bien performé. Mercialis performe très bien. Suite aux évolutions des actifs, donc des ventes des centres de casinos, eh bien Mercialis profite un petit peu de la meilleure visibilité sur les actifs, puisque vous savez que Mercialis était lié à Casino. Et alors, est-ce que tu peux, je vois ICAD, et ça rejoint une question qu'on a eue dans le chat, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui. On a une question sur ICAD, on nous demande un avis. Tu l'as allégé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Oui. Alors, c'est vrai que ICAD, j'étais plutôt en phase d'allègement parce que ICAD est un petit peu dans un corner. ICAD conserve toujours beaucoup de bureaux de périphérie avec de la vacance où les valeurs d'expertise ont tendance quand même à être toujours à la baisse, sous pression. Et puis, ICAD a vendu une partie de ce qu'on appelle ICAD Santé, donc a aujourd'hui du cash. Alors, on ne sait pas trop si ICAD va faire du retour à l'actionnaire et on ne connaît pas la nouvelle stratégie d'ICAD, alors que finalement, il leur reste des actifs qui nous semblent de moins bonne qualité. Ouais. En tout cas, pas en phase avec ce que tu as envie de faire dans le portefeuille. Pas en phase avec ce que l'on pense. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a réduit la pondération d'ICAD, qui était une pondération trop importante. Et en attendant de voir la nouvelle stratégie qui va être mise en place par le nouveau CEO qui est arrivé courant 2023. Donc, mais tu t'interdis pas à l'occasion de revenir sur ICAD en fonction de ce que va faire ICAD dans les mois à venir. Voilà. Tu as allégé, tu n'as pas coupé? Non, j'ai pas coupé. On a allégé. On attend de voir le nouveau plan stratégique. Et si on est en phase, on pourra effectivement réinvestir dans ICAD si ça nous semble opportun. Et alors, dans les arbitrages tactiques, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, dans les arbitrages tactiques, là, on est plutôt à renforcer effectivement des sociétés comme Land Securities ou même British Land, plus récemment. Et Unibail. Alors Unibail, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pareil, Unibail, on pense que ça va être un petit peu l'année aussi du retournement. Alors, est-ce que la grande question d'Unibail à très court terme, c'est est-ce qu'ils vont donner ou pas un dividende? Nous, on pense que finalement, peu importe le choix, donc, nous, on pense qu'ils vont réussir sur la deuxième partie de l'année quand même à faire des cessions d'actifs, notamment peut-être aux États-Unis, voilà, au moins une partie. Et puis sinon, ils feront aussi des cessions sur l'Europe. Ils ont quand même des très beaux centres et Unibail est très décoté. Donc du coup, nous, on pense que c'est une société qui a été laissée de côté pendant de nombreuses années, presque on va dire. Et donc, c'est intéressant notamment avec de revenir. les sujets de loan to value dont on parlait tout à l'heure. C'était quand même un des gros sujets sur cette valeur-là. J'en profite parce qu'on est sur tes arbitrages, qu'ils soient stratégiques ou tactiques. On a une question sur ton taux de rotation dans le portefeuille. Est-ce que tu es capable de le chiffrer? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton taux de rotation? Alors, sur le taux de rotation, effectivement, cette année, et depuis un petit peu la fin de l'année dernière, puisqu'on est un petit peu en train de faire un petit peu évoluer la stratégie globale du fonds, je vais avoir un taux de rotation qui va être un petit peu plus important que sur les années précédentes. Sinon, globalement, c'est un fonds sectoriel, et donc, en général, les taux de rotation sont relativement modérés. On va dire entre 20 et 30% du portefeuille, ça reste relativement modéré. Et j'ajoute à ça que c'est un vrai fonds de conviction dans le sens où il me semble que ton top 10 représente un peu plus de 40% en portefeuille. Donc, il y a des vraies convictions et voilà. Voilà, le top 10, effectivement, 44%. Donc, on a quand même un portefeuille qui est très concentré. Et puis, on voit par exemple, si vous reprenez ce tableau, vous voyez donc les poids des valeurs dans l'EPRA, qui est notre indice de référence a posteriori. Eh bien,
tu peux voir que les poids sont très différents hein, donc de l'indice. Donc on est clairement pas sur une réplication d'indice, on est vraiment un fonds de conviction. Et on voit également donc ici les loan to value. Donc on voit qu'on n'est pas sur des loan to value à haut risque comme par exemple on a pu le connaître sur le cycle des fin des années 2000. Voilà. Quelques mots quand même pour sur le l'ESG, parce que tu sais qu'on est une société qui est engagée, hein, Crédit Mutuel est engagé, et donc les chiffres et les données donc ESG du fonds Pierre et même d'intensité carbone montrent cet engagement et on montre que nous investissons dans des émetteurs qui sont aussi engagés, qui sont également engagés. C'est vrai qu'on parle souvent de ESG par la preuve. Bon, bah, là, il faut regarder le slide et Voilà. il y a tout dessus. Donc, pour conclure, peut-être avant de poser des questions, hein, ce qu'il faut retenir vraiment donc sur l'immobilier coté, hein, c'est vraiment un business model qui est résistant, bon, en croissance, ça offre des rendements pérennes et c'est très liquide. Hein, voilà. C'est un environnement financier qui, selon nous, donc s'améliore, hein, qui va permettre à l'immobilier dans son ensemble et l'immobilier coté de bien performer, en tout cas de profiter donc de cette recovery qu'on anticipe. Donc on pense que vraiment 2024 c'est le point bas, c'est l'année d'inflexion. Voilà, donc on n'a pas d'indice vraiment on a un indice de référence mais a posteriori, hein, c'est vraiment une gestion active et une gestion de stock picking, voilà pour le fond. Merci Charlotte. Alors j'avais encore une question, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes, notamment sur ta diversification géographique. On voit que tu investis quand même, maintenant tu as une belle poche sur le UK. Est-ce que en termes de devise, tu couvres la devise ou pas du tout? Est-ce que je crois qu'il y avait aussi un peu de Scandinavie? Oui, il y a un peu de Scandinavie, effectivement 4%, 20% de UK. Non, nous ne couvrons pas la devise. Ça, c'est une politique qu'on a toujours eue au sein des portefeuilles internationaux. Les devises ne sont pas couvertes parce que soit vous couvrez sur les politiques de devises hein, et de couverture, on estime que soit on couvre tout le temps la poche de devises, soit on ne la couvre jamais. C'est plutôt à l'investisseur final, éventuellement, de prendre une position de couverture sur la devise. Donc non, il n'y a pas de couverture de la devise du portefeuille. Merci beaucoup Charlotte pour merci ta à toi, participation. N'hésitez pas à nous revenir si vous avez plus de questions. On a été très heureux de faire ce webinaire et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.